Bonjour à tous et bienvenue sur Mali Live TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau M. Amadou Ndiaye, l'auteur du livre Moussa Mara, l'incompris. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez faire une brève biographie de Amadou Ndiaye? En bref, qui est Amadou Ndiaye? Ok, qui est Amadou Ndiaye? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je tiens à saluer tous les téléspectateurs et saluer toute l'équipe de Mali Live TV. Merci. Alors, merci bien. Moi, je réponds du nom est Amadou Ndiaye. Je suis auteur écrivain de 3 ouvrages, notamment l'audit interne en médecine des organisations, l'assurance maladie obligatoire au Mali Sirada la Colon, et mon 3e livre qui fait sujet de mon invitation aujourd'hui, Moussa Mara, l'incompris. Je suis aussi auteur et réalisateur de plusieurs comédies musicales, dont notamment la comédie musicale Sirada la Colon, la comédie musicale Massakera Ole Ole et un film de court-métrage Djanto. Je suis actif aussi dans la vie associative et je suis un citoyen qui se bat et qui veut aider le pays à se développer. C'est bien, merci beaucoup. Alors, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à écrire Moussa Mara, l'incompris? Alors, depuis une dizaine d'années, je me suis intéressé à la vie politique, vu la situation que traverse notre pays depuis 2012. Il me semble impératif que la jeunesse malienne s'intéresse à la vie politique, vu la situation socio-économique et politique de notre nation. Et la nation est de ce que nous avons de plus cher, et nous n'avons que le Mali. Alors, mon sens patriotique en tant que citoyen m'a amené à mener une réflexion approfondie sur la situation politique de mon pays. Et c'est cet amour qui m'a fait pencher vers à penser sur le profil idéal qui peut amener à bon port notre pays. Alors cette analyse quand même m'a amené à faire beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses sur plusieurs hommes politiques de notre nation, parce que c'est eux qui sont quand même appelés à diriger notre pays. Et c'est cette réflexion qui m'a amené vers le profil idéal Moussa Mara. Alors je me suis dit que bon, je vais écrire un ouvrage pour expliquer. Et j'ai vu aussi qu'il est incompris par certains de nos compatriotes. Donc c'est mon amour pour le pays qui m'a amené à écrire ce livre. Ce n'est pas pour Moussa Mara, mais c'est pour le Mali. Quand on aime un pays, on veut que ce pays soit dirigé par un dirigeant modèle, un dirigeant intègre, un dirigeant honnête pour qu'il puisse vraiment aider le pays à se développer. Merci. Maintenant, selon vous, c'est Moussa Mara le profil idéal. Est-ce que vous avez eu à faire une liste de tas de personnes afin de le choisir lui? Oui, bon, comme je l'ai dit, j'ai réfléchi sur plusieurs hommes politiques. Mais j'avoue que de façon honnête, de façon objective, le choix a été porté sur l'homme politique Moussa Mara. Et cela se justifie de son intégrité, de son honnêteté, de tout le travail qu'il fait, de son engagement patriotique. Donc ça a été fait sans esprit partisan. J'ai toujours mis le Mali en avant, la nation pour faire ses choix. Ça c'est à mon niveau, c'est ma propre conviction qui m'a vraiment motivé à écrire cet ouvrage. D'accord. Alors, tant qu'on y est, est-ce que vous pouvez nous citer quelques réalisations de Moussa Mara? Alors, je ne sais pas, je peux citer quelques réalisations de l'homme Moussa Mara. Je ne sais pas si le temps va nous permettre de dire ce qu'il a fait, c'est Mous. C'est vraiment énorme. Mais qu'à cela se tienne, je vais quand même citer quelques-uns. Quand il a commencé à la mairie jusqu'à la primature. À la mairie, il y a eu à faire plusieurs réalisations en ce qui concerne des routes, des dispensaires et autres infrastructures. Mais moi, ce qui m'a beaucoup impressionné de son passage à la mairie de la commune 4, c'est l'instauration d'une charte des usagers. Et cette charte permettait à la population de la commune 4 de connaître les différents services de la mairie et à quel prix et ça prend quelle durée. Ça, c'est une chose qui est très importante, qui a permis quand même de diminuer la corruption au sein de la mairie jusqu'à hauteur de 50%.
Et il y a aussi ce qu'on appelle quand même la mise en place d'un cadre d'échange entre la mairie et les citoyens de la commune 4, parce que gérer la mairie, on doit gérer la mairie avec les citoyens, on doit gérer la mairie pour les citoyens. Et là, ce cadre a permis à aux organisations de la société civile, que ce soit les religieux, les artisans, les jeunes, chacun s'impliquait dans la gestion de la mairie. Et cela permettait quand même d'avoir une vue claire et puis, sur la gestion de la mairie. Et au niveau de la primature, je vais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. C'est la mise en place d'un contrat de performance. Ce contrat de performance permettait quand même d'évaluer à chaque conseil des ministres, les différents ministres, voir les évaluer, ça permet à être un tableau de bord pour le président de la République, mais aussi pour le Premier ministre. Et quand il était aussi au Premier ministre, il a interdit que les voitures de service au sein de la cité administrative, qu'on utilise l'eau, que ça soit utilisé les factures d'eau, soit diminuées, parce que certains lavaient les voitures de service au sein à la cité administrative. Il a demandé à ce que cela soit arrêté et qu'on donne l'opportunité à des entreprises qui ont créé des sociétés de lavage qu'ils puissent bénéficier, parce qu'ils payent des impôts. Donc ça a permis à la primature ou à la cité administrative d'économiser plusieurs millions sur les factures d'eau, mais ça a donné aussi l'opportunité des gens qui avaient des entreprises de lavage dehors d'avoir cette opportunité. Il y a ce qu'on appelle aussi le contrôle physique, qui est quelque chose de très important, qui a permis à l'État malien d'économiser 200 milliards de francs CFA. Il y a aussi l'histoire des téléphones WhatsApp. Téléphone WhatsApp, que certains amenaient les téléphones chez eux en famille pour les utiliser. Et il a tout simplement supprimé les téléphones WhatsApp, parce que certains l'amenaient à la maison au-delà des heures de travail, et cela a permis à l'État malien d'économiser 352 millions de francs CFA par mois. Voici quelques éléments que moi j'ai beaucoup apprécié à l'homme, et j'ai vu en lui quand même qu'il est intègre et son nom n'est mêlé, n'est associé à aucun dossier de malversation financière. Alors, maintenant, j'aimerais savoir, quand Moussa Mara exprime son opinion sur la France et l'Afrique, selon lui, la France est considérée comme un bouc émissaire idéal pour l'Afrique. Les gens ont tendance à le considérer comme un pion de la France. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ça? Concernant Moussa Mara, pion de la France, moi, mon analyse personnelle, Moussa Mara est loin d'être un pion de la France. Si Moussa Mara est pion de quelque chose, il est pion de la vérité. Ça, je l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, coller à Moussa Mara et l'étiquette pion de la France, c'est justement un fonds de commerce politique. Parce qu'on sait que la France n'est pas aimée aujourd'hui au Mali. Quand on colle cette étiquette à un homme politique, ça te fera des points de moins en politique. Et là, ce sont ces adversaires politiques qui travaillent à ce qu'il soit vu comme un pion de la France, alors qu'il est très loin d'un pion de la France. Et le voyage sur Kidal peut justifier cela. Après le voyage de Kidal de Moussa Mara, il a toujours dit que la France n'est pas un grand ami du Mali. Et après son passage à la primature, il devrait animer plusieurs conférences en France. Et des conférences ont été annulées par l'État français parce que tout simplement Moussa Mara devrait l'animer. Est-ce qu'un pion de la France verra ces conférences annulées? Pas du tout. Non. Et la France avait interdit à l'époque que Moussa Mara ne soit pas à Kidal lors de la visite en 2014. Mais il a dit non carrément à la France, puisque Kidal est un territoire malien, Kidal fait partie du Mali. Il doit aller à Kidal, aller prendre connaissance des conditions de vie et de travail des fonctionnaires qui servent là-bas. Donc c'est juste un pion de la vérité, parce qu'aujourd'hui il y a une tendance qui est là, il faudra quand même faire des propagandes, dénigrer la France, l'insulter, et bien c'est pas important. Aujourd'hui, on ne doit pas faire la compétition entre qui insulte plus la France que qui crie plus sur la France que qui, mais on doit faire la compétition sur qui sert plus le Mali. Et c'est un monsieur qui sert son pays, et il est loin d'être un pion de la France, j'avoue. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez entrer beaucoup plus en profondeur sur le voyage à Kidal et l'avion présidentiel? D'accord. Avant de parler du voyage à Kidal, j'aimerais dire qu'il y a une partie de l'histoire qui me semble être oubliée par certains Maliens.
Moussa Mara est Premier ministre quand il présentait sa déclaration de politique générale devant les députés à l'Assemblée nationale. Il y a certains députés qui ont posé la question « Quand est-ce que vous allez en France ?» Et il a répondu « Dans pas longtemps ». Et toute l'Assemblée a applaudi à l'époque. Donc le voyage sur Kidal, c'est vraiment regrettable et nous devons continuer toujours à le condamner et continuer à présenter nos condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Moussa Mara est parti en Kidal, il était en mission du président de la République, suite à une décision prise en Conseil de ministres et suite à des visites de terrain menées par le chef d'état-major général à l'époque, général Mahaman Touré. Juste pour dire que ce n'est pas Moussa Mara qui a été à Kidal, mais c'est l'ensemble du gouvernement qui a décidé d'aller à Kidal. Donc la décision a été prise en Conseil des ministres. Et Moussa Mara était à Kidal avec 8 ministres et des hauts gradés de l'armée. Comment est-ce qu'un premier ministre, sans l'autorisation de son président, peut se balader avec 8 ministres? C'est pas incroyable. Donc pour moi, ce n'est pas évident. Maintenant, il faut voir de façon objective le voyage sur Kidal. Ce n'est pas le voyage de Moussa Mara qui a fait qu'on a perdu Kidal. Au contraire, le voyage de Moussa Mara nous a permis plutôt de savoir que réellement Kidal ne nous appartenait pas. Et ça nous a permis de connaître les vrais amis du Mali. Il faut qu'on les dise. Et aujourd'hui, on ne peut pas... Kidal, des Gao, ils sont partis. Quand ils ont tout fait pour éviter qu'il y ait un bain de sang à Kidal. Avant même le voyage, à quelques jours, il y a des ambassades. Des ambassades de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne qui ont dit à l'État malien de prendre l'autorisation avec les rebelles à l'époque pour se rendre à Kidal. Et il a dit non aux ambassades européennes que Kidal fait partie du Mali. Lui, en tant que Premier ministre, il ne va pas demander de l'autorisation à qui que ce soit. Il y a des fonctionnaires qui servent là-bas. Lui, il va aller, pas pour provoquer quelqu'un, mais pour savoir dans quelles conditions travaillent les fonctionnaires qui servent là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été à Gao. Des Gao, ils sont partis à Kidal. Ils ont même tout fait pour contourner la ville de Kidal. Par coup de chance, ils sont partis ils ont atterri dans les camps de l'aménagement à l'époque. Arrivé dans les camps de l'aménagement, il y a la responsable de l'aménagement à l'époque qui a demandé au Premier ministre de sa délégation de ne pas se rendre à Kidal. Il dit, madame, on ne peut pas être jusqu'à Gao. Je dois aller à Kidal qui fait partie de la région du nord du Mali. Du nord du Mali et que je retourne à Bamako, il n'y a pas question. La dame lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller. Mais ce sera sans les blindés de l'aménagement. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ils se sont débrouillés, ils sont rentrés dans les pick-up du gouvernorat pour se rendre dans les camps de l'armée malienne. Ils ont échangé avec les soldats là-bas. Et dans les camps de l'armée malienne, ils se sont rendus à Kidal. Et là, c'était sous les tirs. Ils ont tenu la réunion et tout. Et là, il y avait la présence de Barkhane de la France, de Serval à l'époque. Il y avait la présence des soldats de l'aménagement. On tirait sur la délégation du Premier ministre avec 8 ministres. Et ni la France ni l'aménagement n'ont réagi. Alors, ils ont quitté les camps de l'armée malienne pour être au niveau du gouvernorat. Et ils ont tenu la réunion là-bas et les rebelles ont continué de tirer sur le gouvernorat. Et là, tout le monde est témoin de cela au Mali parce que tout le monde a vu ça sur la chaîne nationale du Mali. Et là, ils ont tenu la réunion et après la réunion, la délégation du Premier ministre a quitté le gouvernorat. Et ils sont retournés dans les camps de l'armée malienne. Voilà, donc c'est quand une fois que la délégation du Premier ministre a quitté, les préfets, les sous-préfets, les autres, ils sont restés causés au gouvernorat. En ce moment, ils ont baissé un peu la garde parce qu'ils se disent que le Premier ministre, les ministres, les gradés de l'armée, ils sont déjà partis la réunion. Donc il n'y a plus rien. C'est dans ce côté qu'ils sont restés comme ça dans la cour du gouvernement, ils sont en train de causer. Et c'est en ce moment que les rebelles sont venus tuer froidement les préfets et les sous-préfets en même
Donc ça, c'est juste après le départ de la délégation du Premier ministre. Donc c'est quand le Premier ministre a appris cela, il devait retourner à Bamako. Il dit non, qu'il ne va plus revenir à Bamako. Il est retourné avec sa délégation et le général Maman et avait aussi le général Gamou au camp de l'armée malienne. Donc c'est arrivé au camp de l'armée malienne qu'ils ont vu la force Serval est venue avec l'aménagement. Toute la journée, ils avaient disparu. Toute la journée. C'est juste après le massacre qu'ils sont venus dans les camps de l'armée malienne et demander au Premier ministre de quitter les camps de l'armée malienne pour être au camp de l'aménagement. C'est là où le Premier ministre Moussa Mara a clairement répondu aux hommes, aux soldats de Serval et aussi de l'aménagement qu'il ne va pas quitter les camps de l'armée malienne pour aller au camp de l'aménagement. Que s'il doit mourir, il va mourir dans les camps de l'armée malienne. Et dans les livres, il y a un passage, un témoignage du général Maman Touré qui est toujours vivant, qui a confirmé cela. Que je vais quand même dire, c'est quelques mots du général Mahaman, ainsi que tous les Maliens les sachent et l'entendent. D'accord, allez-y. L'aménagement et Barkhane étaient là et nous avons coopéré avec ces deux éléments. Le Premier ministre l'a dit. Les Français et l'aménagement vont disparaître pendant la visite. Ils ne se présenteront que la nuit pour demander au PM de quitter les camps 1, les camps de l'armée malienne pour aller au camp 2, les camps de l'aménagement. Le Premier ministre Moussa Mara a bien sûr refusé en leur disant que s'il doit se faire tuer, alors il mourra dans les camps de l'armée malienne. S'ils veulent prendre des dispositions, qu'ils le fassent, mais lui, il reste dans les camps de l'armée malienne. Donc les partenaires nous ont fait un faux bond avec tous les préparatifs juste la veille de la visite, soi-disant parce que les conditions ne sont pas réunies. En réalité, pendant cette période, eux, ils n'étaient pas d'accord qu'on prenne des dispositions. Les terroristes qui ne voyaient pas d'un bon œil l'installation ont essayé de saboter le voyage. En réalité, parler tout le temps des morts de Kidal, c'est faire comme si ceux qui ont été tués à Kidal sont plus importants que ceux qui ont été tués à Sobanda, que ceux qui ont été tués à Aguelok, que ceux qui ont été tués à Mondoro, alors qu'ils ont tous les mêmes valeurs. Ayons une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui ont perdu la vie depuis le début de cette crise, pour l'amour du pays et pour le respect de tous ceux qui ont été tués à Kidal, à Aguelok, à Sobanda. Plus jamais cette histoire, nous devons l'utiliser pour des fins politiques personnelles. En réalité, si nous devons accuser quelqu'un dans cette affaire de Kidal, la seule personne accusée, ce sont des rebelles qui ont lâchement et froidement tué des chefs de famille. Donc alors, dans l'annexe, c'est très difficile de parler de l'homme politique Moussa Mara sans parler de sa formation politique. C'est pour cela que j'ai décidé d'annexer quand même le parti élément dans les livres. Parce que Moussa Mara, il est aujourd'hui ce qu'il est, c'est grâce aussi à sa formation politique. Parce que c'est le parti élément aujourd'hui, quand on le voit, c'est une vraie institution. Parce qu'il y a des valeurs, des principes vraiment qui vont dans le sens de la vision de l'homme Moussa Mara. Parce que déjà, ils ont commencé avec l'association élément, avec plusieurs jeunes qui aspiraient tous au changement. Ils voulaient apporter des changements aux choses pour que le pays bouge. Alors, le nom du parti a été vite trouvé. Yéléma en Bambara, c'est le changement. Donc, j'ai décidé de parler de Yéléma parce que de ces institutions, parce qu'il y a Yéléma, il y a aussi l'Académie Yéléma qui forme des citoyens, que ce soit de l'éducation à la citoyenneté. Et aussi les valeurs il y a l'un des principes du parti que moi j'apprécie beaucoup, qui est la méritocratie, c'est-à-dire à chacun selon ses mérites. Et c'est ce que Moussa Mara a exactement appliqué quand il a été ministre de l'urbanisme. Étant le ministre de l'urbanisme, il a mis en place, son cabinet était composé des compétences techniques et des compétences politiques. Il est allé chercher des compétences dans le domaine de l'urbanisme sans esprit partisan. C'est qu'il a fallu même des problèmes au sein de ce parti. Parce que dans son cabinet, dans sa philosophie,
les postes techniques doivent revenir au personnel, aux personnes techniquement quand même compétentes, même s'ils ne sont pas du parti. Et les postes politiques peuvent revenir quand même aux gens de sa formation politique. Donc, en un mot, c'est ça qui m'a vraiment motivé à annexer la partie de sa formation politique dans les livres. Alors, j'aimerais rebondir sur le titre. C'est vrai, vous en avez un peu parlé, mais pour que vous développiez un peu plus, pourquoi Moussa Mara l'incompris? Vous savez, des leaders qui agissent avec conviction, avec exemplarité, sont généralement incompris, mais seront des références dans le futur. Alors, Moussa Mara incompris, je le relativise. Ceux qui comprennent les choses comprennent Moussa Mara. C'est-à-dire que ce soit l'élite politique, l'élite intellectuelle, la haute administration, tous ceux qui vivent du système, tous ceux qui vivent du mensonge comprennent bien Moussa Mara. Parce qu'ils savent, si Moussa Mara vient aux affaires, c'est leur mort. C'est fini pour eux. Donc c'est eux qui travaillent pour qu'ils soient incompris par la population lambda. Entre guillemets, par ceux qui ne comprennent pas pour le moment les choses. Sinon, tous ceux qui vivent du système le comprennent très bien. Je vais vous faire une illustration. En 2007, Moussa Mara, candidat indépendant, il était face en législative en 2007 face au président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, qui était président de l'Assemblée et qui était ancien Premier ministre, qui était président de parti politique, connu de tout le monde, face à un Moussa Mara indépendant. La classe politique en majorité a soutenu Ibeka face à Moussa Mara indépendant. Chose qui est logique quand même. Faisons un bond de 13 ans, en 2020. Moussa Mara, ancien Premier ministre, ancien ministre, ancien maire, président du parti connu de tout le monde, face à un candidat indépendant, en commune 4 encore. La classe politique en majorité a soutenu ces candidats indépendants face à Moussa Mara. Parce qu'ils savent si Moussa Mara gagne, ce n'est pas pour les gagnants, c'est pour servir la population, c'est pour servir ceux qui sont vraiment dans le besoin. Donc ce sont ces gens qui travaillent à ce que le monsieur soit incompris par la population. C'est pourquoi tout le temps, quand on parle de Moussa Mara, Moussa Mara, que tu l'aimes, ou oui ou non, que tu sois d'accord avec ses prises de position, oui ou non, tout le monde presque est unanime de quelques qualités de l'homme, qui est l'intégrité, l'honnêteté, la rigueur, le travail. Quand on parle de Moussa Mara, on ne dit jamais il a volé telle somme, il a touché au denier public de l'État. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? L'avion présidentiel, Kidal, pion de la France. Tout ça, ce sont des éléments de langage pour faire de la désinformation sur l'homme. Parce que eux, ils savent aujourd'hui, si on colle l'histoire de la France à un homme politique, les Maliens ne vont pas se reconnaître dedans. Donc leur objectif, c'est qu'ils soient incompris par la population lambda et qu'ils continuent de rester aux affaires et qu'ils continuent de profiter au système. Parce que quand Moussa Mara vient, le système sera pour la population et non pour ces leaders-là. Donc c'est en ça que j'ai parlé de l'incompris. Et le livre, c'est pour vraiment expliquer cela aussi aux Maliens. Quand on doit juger quelqu'un, on doit faire confiance à un leader politique, on doit faire confiance à une personne qui doit diriger notre pays, on doit mettre en avant sa moralité, son intégrité, son travail, son passé. Est-ce qu'il y a un projet de société pour le Mali? Pour moi, c'est très très important. Non, l'histoire de l'avion présidentiel, c'est de la poudre de perlimpinpin, qu'on le dise. Mais en réalité, Moussa Mara est incompris dans ce sens, mais il est très compris par ces élites-là. Et ils le comprennent très bien. Quand j'ai eu l'occasion, quelqu'un m'a posé la question. Et moi, j'ai dit, bon, Moussa Mara est bien compris par l'élite, que c'est l'élite qui lise les livres et la population dont moi j'ai parlé, ils ne lisent pas beaucoup. J'ai dit à la personne, non. Ça aussi, c'est à certaines élites aussi qui ne réfléchissent pas, qui sont dans la léthargie intellectuelle. Quand on les dit seulement, on les prend et puis on les suit. Et en réalité, ce livre va beaucoup aider aux Maliens à ouvrir les yeux, va beaucoup éclairer certains Maliens à voir un homme, un travailleur,
un homme, comme je l'ai dit, quand on me demande de qualifier Moussa, je le ferai en 3 mots, c'est pieux, travailleur, intègre. D'accord. Et là, je peux le témoigner quand je l'ai approché pour le projet du livre. Une journée, je suis parti chez lui vers 4 heures et je l'ai déjà trouvé qu'il était réveillé. Parce qu'il me l'a dit, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, il ne rate pas la prière de l'aube. Et quand il quitte 4h30, quand il fait la prière de l'aube, il est au bureau jusqu'à 20h, au-delà 21h. Et là, juste pour dire que l'homme, il a du fond, il a du caractère, il a de la valeur, il a de l'intégrité, il a de la vision. Et aujourd'hui, là où se trouve le Mali, c'est de ça dont on a besoin. Qu'on a besoin de quelqu'un quand même qui ne vit pas de la politique. Ce n'est pas un politicien sans job. Et Moussa Mara aujourd'hui, c'est un obstacle pour les politiciens sans job. Et les politiciens sans job et les élites intellectuelles, les élites politiques, la haute administration qui vivent du mensonge et du système, ils travaillent à ce qu'ils soient incompris. Mais Inch'Allah, je pense que le livre va contribuer à ce qu'il soit de plus en plus compris par nos compatriotes. Inch'Allah. Alors, ceci met fin à cette édition. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. Donc pour terminer quand même, je remercie toujours l'équipe de Mali Live TV. Vraiment, je vous encourage dans cet exercice qui contribue beaucoup à la promotion de la culture du débat, qui contribue beaucoup à permettre aux Maliens de connaître davantage leur nation, de connaître davantage les personnalités publiques qui sont susceptibles de diriger un jour ce pays. Et je vous encourage à continuer dans ce sens. Vous êtes dans la bonne direction. Je vous souhaite bonne chance et bon vent. Et je sais que le meilleur reste à venir. Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci.